Donc il est 16 heures, nous allons attaquer la deuxième conférence de la journée. Virginie Pradel, que je vous présente, de l'Institut Vauban. Et elle va nous parler des enfers fiscaux pour savoir s'il est possible de sortir des enfers fiscaux. Tout à l'heure, on a fini par parler, il ne faut pas désespérer, garder l'espérance. Alors, peut-on sortir des enfers fiscaux? Oui. On désespère, mais on espère toujours, comme disait Molière. Voilà. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Virginie Pradel, je suis avocate fiscaliste de formation et universitaire et je consacre la plus grande partie de mes recherches aux comparaisons fiscales internationales, ce qu'on ne fait jamais en France, hein, parce que comme vous aurez l'occasion de le voir au cours de cette conférence, ça ne nous met pas vraiment en valeur. Et je travaille également sur tout ce qui a trait en fait, au droit des contribuables et je ferai aussi un petit topo sur ça parce que malheureusement, sous couvert de lutter contre la fraude fiscale, on confère de plus en plus de prérogatives à l'administration fiscale et de moins en moins de droits aux contribuables. Et on arrive à une asymétrie de traitement qui est juste follement inquiétante. Je le constate chaque jour dans la pratique. Donc, alors, je vais procéder de la manière suivante. Je vais faire une introduction générale où je rappellerai quelques chiffres clés, histoire de se mettre un peu de baume au cœur. Et après, je dresserai un panorama de la fiscalité française, donc en commençant par les entreprises, en continuant sur les personnes physiques, donc en distinguant tout ce qui a trait aux revenus d'activité et aux revenus du capital. Je parlerai ensuite du contrôle fiscal et je dresserai enfin le bilan de la première année fiscale de Macron qui, comme vous avez pu le constater, a été relativement animé. Donc en introduction, je vais commencer par rappeler un chiffre que tout le monde dans l'Assemblée devrait connaître, c'est 45%. 45%, c'est la proportion des prélèvements obligatoires en France rapportés au PIB, ce qui revient à dire que l'État prélève quasiment la moitié de la richesse créée en France chaque année. On est les champions, vous l'avez très bien dit, monsieur. Donc, pour vous donner quelques comparaisons et pour mettre en évidence que taxer n'est pas une fatalité, les prélèvements obligatoires en Allemagne représentent seulement 39% du PIB, hein, donc c'est quand même 6 points de moins que la France, et 34% au Royaume-Uni, soit 11 points de moins. Donc on a encore bien de la marge de manœuvre pour baisser les prélèvements obligatoires. Ensuite, pour aller plus dans le détail, je vous cite quelques chiffres extraits du rapport Taxation Trends in the EU, qui est publié chaque année par Eurostat et qui compare la fiscalité dans tous les pays. Alors pour les amateurs, je vous invite à regarder. C'est en anglais, mais c'est très bien fait parce que vous avez un tableau synthétique et vous avez aussi la possibilité d'accéder au fichier Excel. Et c'est là en fait qu'on découvre les montants que nous cache souvent l'administration française, les montants de prélèvement en fonction des différents impôts. Donc sur les 1000 milliards de prélèvements obligatoires levés chaque année par l'État français, on constate que 360 milliards sont relatifs aux taxes indirectes, donc principalement la TVA, vous allez acheter un paquet de gâteaux, la TVA, 290 milliards aux prélèvements directs, donc c'est l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc je tiens à préciser que par rapport aux taxes indirectes et taxes directes, nous ne sommes pas les champions d'Europe des prélèvements. Il y a quand même des pays qui prélèvent bien plus que nous, hein. La preuve en est, s'agissant de la TVA, on est quand même le 6e pays dans l'UE, seulement, hein, parce que normalement on est premier partout. Et pour les taxes directes, on est seulement 9e dans l'Union européenne. Alors pourquoi est-on les champions des prélèvements obligatoires ? C'est grâce aux cotisations sociales qui représentent 375 milliards d'euros, qui ont représenté 375 milliards d'euros en 2016. On est loin devant tous les autres pays. Pour vous donner une idée, le Royaume-Uni prélève seulement 151 milliards, donc c'est quand même plus de 2 fois moins. Sachant que sur les 375 milliards, on le verra, 250 milliards sont des cotisations patronales, ce qui revient à dire que les employeurs par le biais des cotisations, fournissent un quart des prélèvements obligatoires français, ce qui est affolant.
Autre chiffre assez intéressant, c'est 35e, c'est la position de la France dans le classement opéré par la Tax Foundation, qui est le principal think tank dédié à la fiscalité aux États-Unis. Un des seuls think tanks d'ailleurs libéral qui fait un travail remarquable. S'il y a des amateurs, je vous invite à consulter leurs études, c'est très bien fait. C'est les seuls en fait à faire des études très exhaustives en matière de comparaison internationale. Donc ils opèrent un classement depuis 2014 qui a pour but en fait de classer les 35 pays de l'OCDE en fonction de leur compétitivité fiscale. Donc voilà, ce n'est pas une surprise, la France est depuis 2014 la bonne 35e, juste derrière le Portugal et l'Italie. Donc pourquoi sommes-nous 35e ? Forcément, nous avons des taux d'imposition très élevés, mais nous avons aussi un chef-d'œuvre national que je n'invite personne à aller consulter et qui est le Code général des impôts. Alors, Code général des impôts, je ne sais pas si vous voyez, c'est un code rouge, code Dalloz, 2242 pages, mais vous n'êtes pas loin parce que c'est 2242 pages, mais si on ajoute les annexes qui sont quand même indispensables, on arrive à 3144 pages, je fais le décompte hier, et si on ajoute le code des procédures fiscales qui a été astucieusement dissocié du code général des impôts pour laisser l'impression qu'en fait on avait réduit sa taille, ils ont fait ça il y a une vingtaine d'années, on arrive à 3500 pages de pur bonheur fiscal qui... Ouais, voilà. Exactement. Donc 3500 pages qui donnent davantage matière à interprétation que le Nouveau et l'Ancien Testament réunis. Donc dans le Code général des impôts, j'ai remarqué un truc aussi affolant, c'est que 775 pages sont consacrées au seul impôt sur le revenu. Donc on verra, ça risque d'être animé pour le prélèvement à la source parce que bien sûr sur ces 775 pages, il y a des centaines de pages relatives au crédit d'impôt en tout genre dont vous pouvez bénéficier. Enfin, on verra ça plus tard. Autre exemple assez surprenant, parce qu'en fait je regardais encore le Code général des impôts hier, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, on ne parle pas assez de ce Code général des impôts, on a beaucoup parlé du Code du travail, mais pas assez du Code général des impôts. Or, je trouve ça affolant qu'aucun gouvernement jusqu'à présent n'ait eu l'idée de le refondre, sachant qu'on a quand même des articles qui font en moyenne entre 5 et 11 pages, donc qui ne sont même pas des articles de loi, qui sont plutôt des chapitres, parce que 11 pages, on ne peut pas dire que c'est un article. Moi, je me mets à la place du pauvre contribuable qui s'aventure dans le Code général des impôts. Par exemple, l'article 31 relatif aux charges déductibles. Donc vous achetez un bien, vous demandez ce que vous pouvez déduire s'agissant de l'achat de ce bien, vous avez 11 pages d'explications. Qui vous rapporte à quand même des dizaines de pages de doctrine administrative aussi pour savoir si l'administration lit la loi fiscale comme vous, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc 11 pages. On a aussi des articles qui sont modifiés chaque année, je pense notamment à l'article 39. J'ai remarqué hier sur Légifrance que l'article 39, depuis sa création, a été modifié tous les ans. Tous les ans, l'article 39 a été modifié, et accrochez-vous bien, il est modifié en moyenne 2 fois par an, parce qu'une fois ça ne suffit pas, et il a quand même été modifié 5 années durant, 3 fois par an. Par exemple, en 2016, on a eu 3 modifications de l'article 39. On se met à la place des pauvres indépendants qui ne savent pas comment calculer leurs bénéfices imposables, parce que l'article 39 est relatif aux bénéfices imposables des indépendants. C'est 10 pages de bonheur qui changent plusieurs fois dans l'année. Oui, je vois des remarques, on verra plus tard. Voilà, cela étant précisé par rapport à ce fameux classement, je vais quand même vous donner le podium gagnant, c'est l'Estonie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, où on a tous envie d'aller. Donc je vais maintenant passer à la fiscalité des entreprises, en commençant par un constat assez accablant. Le rapport Paying Taxes 2018 du cabinet PwC a calculé que le taux global moyen d'imposition d'une entreprise en France s'élève à 62,2%. C'est 13 points de plus qu'en Allemagne, où ce taux s'élève à 49%. Et c'est 2 fois supérieur au taux global moyen d'imposition d'une entreprise au Royaume-Uni, qui s'élève à 31%.
est 3 fois supérieur à celui d'une entreprise au Danemark, puisque au Danemark, le taux global moyen d'imposition s'élève à 24%. Donc c'est affolant. Donc comment expliquer ce taux d'imposition stratosphérique? Je le rappelle, 62,2%. Tout simplement, c'est dû à la combinaison d'un impôt sur les sociétés dont le taux est très élevé, de taxes sur la production qu'on n'arrive même plus à comptabiliser et dont le montant s'envole, et aux charges cotisations patronales, qui sont aussi les plus importantes de l'Union européenne. Alors ça, c'est un point très important, c'est ce que je rappelle toujours à mes étudiants lors du premier cours. En France, on a tendance à ne parler que des impôts, mais il faut toujours envisager les prélèvements obligatoires de manière globale, c'est-à-dire on a les impôts, les taxes, les cotisations et les redevances. Quand on baisse un impôt, on augmente une taxe en France. Quand on baisse une cotisation, on augmente un impôt. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron a supprimé les cotisations patronales, chômage et maladie. Il a augmenté un impôt, la contribution sociale généralisée, qui n'est pas une cotisation mais qui est un impôt. Je reviendrai un petit peu après sur la manipulation politique autour des dénominations fiscales, sachant que, bon, enfin, je vais vous le dire maintenant, il y a tout un mensonge, voilà, enfin, comment dire, tout un jeu autour des termes fiscaux. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment où Bruno Le Maire a dit non, on n'augmente pas les impôts. Or qu'en fait, si, ils ont augmenté les taxes. Donc en fait, ils avaient une vision très restrictive des impôts, alors que pour 99% des Français, quand on parle d'impôts, bah, c'est tout ce que je vous ai dit avant. C'est les impôts, les taxes, les redevances, les contributions. Sachant que une contribution, c'est un impôt. Oui, voilà. Oui, contribution. Parce que quand on dit contribution, on a l'impression qu'on peut ou on ne peut pas, mais si, en fait, on doit. C'est obligatoire. Donc, commençons par l'impôt sur les sociétés. Donc, on a un taux facial à 33,3%, qui est le taux le plus élevé de l'OCDE depuis la réforme de Donald Trump, qui, rappelons-le, a quand même diminué du jour au lendemain le taux d'imposition des sociétés de 14 points aux États-Unis. Il est passé de 35% à 21%. Donc, dorénavant, c'est nous qui avons le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé. Sachant qu'il est aussi plus élevé que la moyenne de l'impôt sur les sociétés dans l'OCDE, qui s'élève à 26,5%, toutes taxes comprises. Alors pourquoi je vous dis toutes taxes comprises? Parce que là, il y a aussi quelque chose qu'on ne dit jamais en France aux contribuables, c'est que en plus de ce taux d'impôt sur les sociétés au taux facial de 33 un tiers, s'ajoute tout un cortège de contribution. Alors contribution, c'est pas les entreprises ne paient pas si elles veulent, elles sont obligées de payer de contributions sociales exceptionnelles et additionnelles à la contribution exceptionnelle. Alors par exemple, notre cher président qui aime tant les entreprises en 2017 a repris non seulement la contribution sociale de 3,3% qui porte le taux d'impôt sur les sociétés à 34,43%, mais il a en plus augmenté la contribution exceptionnelle qui avait été instaurée par François Hollande, initialement au taux de 5%, qui a été ensuite porté au taux de 10,7%. Emmanuel Macron l'a porté à 30% pour les grandes entreprises. Ce qui revient à ce que la France ait le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé au monde, toutes taxes et contributions comprises, puisque en 2017, ce taux s'élevait à 44%. 44% contre une moyenne dans les pays de l'OCDE, toutes taxes comprises, donc contributions comprises, de 26,5%. Donc on comprend pourquoi ça ne va pas pour les entreprises françaises. À cela s'ajoute en plus une complexification sans pareil de l'impôt sur les sociétés, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'impôt sur les sociétés est devenu progressif. On savait que l'impôt sur le revenu était progressif, mais l'impôt sur les sociétés est aussi progressif. En 2018, on a 3 taux d'impôt sur les sociétés, sans parler des contributions. On a un taux de 15%, jusqu'à 32 000 €. On a un taux de 28% pour les bénéfices jusqu'à 500 000 €. Et après, ça grimpe à 33 un tiers. Et après, on ajoute les contributions quand on fait plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas simple. À cela s'ajoute aussi un maquis de niches et d'aides fiscales pour les entreprises.
Donc à l'impôt sur les sociétés, alors pour qu'on arrive à notre taux global moyen d'imposition de 62,2%, on a donc notre impôt sur les sociétés qui atteint déjà des montants stratosphériques. On a en plus les taxes sur la production. Donc les taxes... Non, je vous en prie. Alors les taxes sur la production, qu'est-ce que c'est? C'est la CVAE, c'est les taxes foncières, c'est la taxe sur la formation, la taxe d'apprentissage, la taxe des chambres consulaires. Il y en avait trop, hein, je n'ai pas pu toutes les noter. La C3S aussi qui devait être supprimée mais qui en fait a été augmentée. Donc en France en 2016, les taxes sur la production selon Eurostat, hein, qui a une vision extensive mais qui pour moi est la bonne. Hein, c'est parce qu'en France en général on ne tient pas compte des taxes foncières quand on parle des taxes sur la production. Or, je considère que les taxes foncières doivent être comprises comme des taxes sur la production. 102 milliards d'euros en France. C'est 5 fois plus qu'en Allemagne. 20 milliards d'euros. Donc 102 milliards d'euros en France, 22 milliards en Allemagne et 40 milliards au Royaume-Uni. Donc vous voyez que là aussi on atteint des taux stratosphériques, enfin des montants stratosphériques en l'occurrence. Donc, et en plus de ce taux d'impôt sur les sociétés et de taxes sur la production, je le rappelle, on a les cotisations patronales qui s'élèvent à 250 milliards d'euros en France et seulement à 89 milliards, soit 3 fois moins au Royaume-Uni. Voilà pour ce que j'avais à dire. Ah oui, s'agissant ensuite de notre soi-disant révolution fiscale qui consiste à porter le taux d'impôt sur les sociétés à 25%, là encore on est complètement à la traîne. Hein. Parce que déjà on atteindra 25% seulement en 2022. On est encore en 2018, hein, donc d'ici là on peut encore changer d'avis. Et en plus, j'ai envie de dire, au Royaume-Uni, ce taux sera à 17% en 2022. Donc il y a quand même 8 points d'écart, à 12,5% en Irlande et à 9% en Hongrie. Quand on sait que les entreprises sont très mobiles en Europe, on peut mieux faire, hein, sachant qu'on a déjà 2 boulets supplémentaires, à savoir les taxes sur la production et les cotisations patronales. Alors voilà pour la fiscalité des entreprises, hein, on pourra poser des questions après. Je vais maintenant aborder la fiscalité des personnes physiques. Donc en dissociant nos 2 impôts sur le revenu, parce que je considère qu'en fait il existe 2 impôts sur le revenu en France. Donc nous, quand on parle d'impôt sur le revenu, on pense d'emblée à l'impôt sur le revenu progressif et on dit qu'un ménage sur 2 seulement paie cet impôt, hein, ce qui est d'ailleurs déjà un problème, sachant qu'on a quand même un IR, un impôt sur le revenu dont le taux marginal atteint 45%, donc comme dans les autres pays. Dans beaucoup d'autres pays, on a un taux marginal de 40 ou 45%. Ce qui nous distingue des autres pays, c'est que nous, on a en plus une contribution, là encore exceptionnelle, de 3 ou 4% pour ceux qui gagnent vraiment trop d'argent. Et à cela s'ajoute ce que j'appelle le 2e impôt sur le revenu français, qui est en fait la contribution sociale généralisée, mieux connue sous son acronyme CSG, mais qui est un impôt sur le revenu universel. Ça veut dire que quand j'entends les médias répéter à longueur de journée qu'un Français sur 2 seulement paie l'impôt sur le revenu, c'est totalement faux. Un Français sur 2 paie l'impôt sur le revenu progressif, mais tous les Français paient l'impôt sur le revenu universel. En plus, c'est un terme à la mode. Impôt sur le revenu universel, dont le taux a quand même augmenté le taux est 8 fois supérieur aujourd'hui qu'au moment de sa création en 1991. Quand la CSG a été créée, son taux était très faible, c'est 1,1%. Aujourd'hui, pour les revenus d'activité, c'est 9,2%, auquel s'ajoute la CRDS de 0,5%. C'est-à-dire que sur chaque revenu d'activité, sur tous les revenus, les allocations chômage, personne n'est épargné, on vous prélève toujours 1/10. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien expliquer à l'opinion publique, parce que les gens ont l'impression de ne rien payer, alors qu'en fait, quel que soit le revenu qu'ils perçoivent, ce revenu est au moins amputé d'1/10, sachant qu'en plus, il est prélevé davantage parce qu'il y a d'autres cotisations, d'autres frais annexes. Donc j'en suis là. Pardon. Donc, quelques remarques sur l'impôt sur le revenu. On constate depuis plusieurs années
que l'étau se resserre autour des contribuables. Pourquoi ? Parce que jusqu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas de plafonnement des niches fiscales. Ça veut dire que vous étiez tout à fait libre. Enfin, alors, loin de moi de l'idée de faire l'apologie des niches fiscales, mais ça permettait quand même de réduire le taux effectif d'imposition pour les contribuables. Jusqu'en 2012, il n'y avait pas de plafonnement. Il y a eu un plafonnement progressif en fonction du revenu. Et on est quand même arrivé à un plafonnement de 10 000 € par an. C'est quand même très faible pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui voient leur opportunité de réduire leur taux d'imposition quand même très limitée. À cela s'ajoute une suppression progressive des niches fiscales. Alors bon, moi j'aimerais bien qu'on supprime les niches fiscales, mais si on baisse le taux d'impôt sur le revenu, parce que si on laisse le taux d'impôt sur le revenu, qu'on augmente en plus la CSG, c'est-à-dire que le taux effectif augmente et les niches disparaissent. Donc il y en a plusieurs. La principale qui a été supprimée cette année, ce qui est d'ailleurs un paradoxe pour un gouvernement qui se dit écologiste, c'est le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui permettait quand même de redistribuer plus d'1,7 milliard d'euros à plus d'1 million de ménages par an, et ce depuis 20 ans. Donc ce crédit d'impôt, qui était le deuxième crédit d'impôt qui bénéficiait aux ménages, a été supprimé en silence, tout le monde s'en fiche. C'est pour favoriser, simplifier le prélèvement à la source, j'imagine. Ah oui, et une autre remarque aussi sur le problème en fait, des niches fiscales, c'est qu'il y a une absence totale de stratégie du gouvernement quant à ces niches fiscales. Enfin, moi, je déplore que la France soit l'un des seuls pays à ne pas promouvoir l'incitation fiscale des particuliers à investir dans les entreprises. C'est-à-dire que tous les pays autour de nous, par exemple en Belgique, vous avez une économie d'impôt sur le pain, une niche qui vous permet d'économiser 45 000 € par an si vous investissez dans des start-up. Au Royaume-Uni aussi, c'est des montants très importants, 300 000 livres. Aux États-Unis, je ne vous en parle même pas, vous pouvez déduire toutes les pertes. En France, notre niche fiscale est plafonnée à 10 000 €. Bien sûr, la BPI, alors bien sûr on nous raconte que la BPI qui est bien gérée par plein de hauts fonctionnaires est là pour investir dans toutes les startups, sachant que la BPI, c'est quand même assez scandaleux parce que dans la suite de ses prédécesseurs, on n'a aucun accès aux comptes publics de la BPI, on ne sait pas dans quelle entreprise elle investit, combien d'argent elle perd. Il y a quand même beaucoup de scandales qui ont entouré les banques publiques précédentes. Donc voilà, une petite remarque. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le prélèvement à la source. Bon, j'imagine que cela réjouit tout le monde. Bon, pour éviter que tout le monde se jette par la fenêtre, il y a quand même deux bonnes nouvelles. Ça veut dire que vos revenus d'activité perçus, générés, j'ai envie de dire, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ne seront pas taxés. Donc ça fera quand même une économie allant de quelques centaines d'euros à quelques centaines de milliers d'euros pour ceux qui gagnent le plus. Donc, alors par contre, vos revenus immobiliers seront taxés. On ne peut pas non plus totalement charger la barque. Et vous bénéficierez aussi, je tiens à le dire à toutes les personnes qui veulent faire des dons au cercle Frédéric Bastiat, que normalement les dons ne sont pas restituables. Typiquement, là vous allez avoir pour certains d'entre vous un impôt à 0 si vous ne percevez pas de revenus immobiliers ou mobiliers. Mais en plus, Bercy va faire un chèque fiscal, donc bien sûr c'est pour faire passer la réforme plus en douceur. Ça veut dire qu'ils vont restituer le montant associé à la réduction d'impôt. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous faisiez un don à une association, ça pouvait seulement vous permettre de ramener votre montant d'imposition à 0. Cette année, si vous faites un don à une association, sachant qu'en 2019, votre montant d'imposition sera à 0, Bercy va vous faire un chèque correspondant à 66% du montant du don que vous aurez fait. Typiquement, si vous donnez dans un grand élan de générosité 10 000 € au cercle Frédéric Bastiat, vous allez recevoir en septembre 2019 un chèque de 6 600 €. Il faut y penser, voilà, je pense qu'il faut le rappeler, c'est quand même l'année... Oui, 66%, ouais. Oui, 6 000, pardon. 6 600, pas 6 600. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Madame, on se perd dans les chiffres, monsieur Zévara, c'est pas grave, on se perd tous.
Bon, alors ça c'est les deux bonnes nouvelles, mais bien sûr après ça va se gâter, hein. Vous savez tous qu'on va être prélevé qu'en fait dorénavant le prélèvement à la source, vous allez être prélevé à un montant brut. Donc qui ne tiendra pas compte de vos crédits, réduction d'impôts, de votre situation familiale, hein, pour ceux qui sont salariés ou qui ne veulent pas exposer. Alors pour vous donner un montant moyen, c'est 875 €, c'est le montant qui est en général surprélevé à un salarié allemand. Donc chaque année, les salariés allemands sont en moyenne surprélevés de 875 € et ce montant leur est restitué l'année d'après. Alors moi j'ai parlé avec des fiscalistes allemands qui m'ont dit que le prélèvement à la source n'était pas du tout la grande fête comme on nous l'annonçait en France. Parce qu'en France on vous dit oui mais le prélèvement à la source ça existe partout, c'est génial. En Allemagne ils ont quand même été obligés de créer plein d'associations de contribuables pour aider tous les contribuables qui n'avaient pas les moyens d'aller chez un fiscaliste de bien récupérer leur crédit et réduction d'impôts. Parce que bien sûr, pour l'administration fiscale, faut pas se leurrer, on change complètement de paradigme. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous déduisiez vous-même ce que vous vouliez déduire. Aujourd'hui, dès lors que c'est l'administration fiscale qui va vous restituer de l'argent, bien sûr, il y aura tout un tas de problèmes. Oui, tout un tas de problèmes contentieux. Ça veut dire que, par exemple, pour tout ce qui est investissement locatif, on va vous demander d'apporter tout un tas de compléments d'information. Alors aujourd'hui, ça fait le cadre de contentieux fiscal, hein. Il y a beaucoup d'investissements locatifs qui donnent lieu à des contentieux fiscaux, malheureusement, mais c'est a posteriori et vous avez quand même toute une procédure où vous pouvez apporter la démonstration. Là, ce sera beaucoup plus compliqué dès lors que c'est l'administration fiscale qui devra vous restituer votre réduction ou votre crédit d'impôt. Voilà, je vous souhaite bon courage. On va maintenant passer à la fiscalité du capital. Donc, comme vous devez le savoir, la France est juste après l'Italie le pays de l'Union européenne qui opère le plus de prélèvements obligatoires sur le capital, tant mobilier, donc actions et obligations, qu'immobilier des ménages et des entreprises. Donc, selon Eurostat, les prélèvements obligatoires sur le capital ont représenté 238 milliards d'euros en 2016, ce qui représente 10,7% du produit intérieur brut français. Petite remarque, ils ont augmenté de 35 milliards d'euros depuis 2011. Donc quand Emmanuel Macron nous parle de son grand cadeau de 4,5 milliards d'euros relatif à la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières et à la flat tax de 30%, alors bien sûr c'est bien, mais ça représente que 4,5 milliards d'euros sur 35 milliards de hausse. Donc on restitue un sixième. Un septième. Alors pour faire une petite comparaison, en Allemagne, les mêmes prélèvements représentent seulement 6,3% du PIB, donc 11,2 en France, 6,3 en Allemagne, donc la différence est quand même notable. Autre indicateur qui met en évidence la surtaxation du capital en France, c'est le taux implicite de taxation du capital, qui, accrochez-vous bien, s'élève à 53% en France, alors qu'il s'élève seulement à 24% en Allemagne. C'est moins en Chine aussi qu'en France, il me semble. Moins C'est 53%, vous avez dit en France. Oui, 53%. Donc en Chine, c'est encore moins, Ouais. Ah non, mais 53%, c'est énorme. Alors, cet indicateur, en fait, pour vous, c'est le rapport entre les produits des prélèvements obligatoires sur le capital et le montant des revenus du capital. Donc 53%, c'est énorme, hein. Comparé à 24% en Allemagne, c'est quand même stratosphérique. Bon, on sait que depuis 2018, on est revenu au taux d'imposition forfaitaire de 30%. Bon, ce qui n'est pas une révolution macronienne, hein, comme les grands commentateurs nous l'ont laissé croire, des commentateurs qui ont décidément la mémoire courte, dès lors que jusqu'en 2010, les mêmes plus-values étaient taxées au taux de 28%, sachant qu'il y avait en plus une franchise de 28 000 €. C'est-à-dire que jusqu'en 2010, vous n'étiez pas imposé jusqu'à 28 000 € et après vous étiez imposé à 28%. Donc on n'a rien inventé avec Macron. C'est bien d'être revenu sur les grandes erreurs de François Hollande, mais n'en rajoutons pas. Sachant que je tiens à préciser que ces mêmes plus-values qui sont taxées à 30% en France ne sont taxées qu'à hauteur de 10% au Royaume-Uni.
Un petit mot ensuite sur un sujet qui passionne tout le monde, c'est les droits de succession, qui sont revenus dans l'actualité grâce à Johnny Hallyday et plus récemment à Christophe Castaner, qui a lancé... qui a voulu lancer une grande réflexion, malheureusement avortée, sur la hausse des droits de succession, enfin sur la réforme des droits de succession, mais on sait très bien que c'est synonyme de hausse des droits de succession, dès lors qu'en France on a un État qui, à l'instar de certains animaux nécrophages comme le vautour, rôde autour des personnes qui décèdent pour spolier tout le capital. Donc un petit rappel, en France nous avons le taux d'imposition marginal le plus élevé des pays de l'OCDE, 45%. Non, en fait, c'est un des plus élevés parce qu'il y a le Japon et la Corée du Sud qui font pire, qui ont un taux de 50 et 55%. Et nous avons corrélativement l'abattement, un des abattements les plus faibles de l'Union européenne, c'est-à-dire 100 000 € en ligne directe. Un parent qui décède, il y a un abattement de 200 000 € pour chaque enfant. 200 000 €, c'est 4 fois moins qu'en Allemagne. L'abattement pour chaque enfant en Allemagne s'élève à 400 000 €, à 1 million d'euros en Italie et à 11,2 millions de dollars aux États-Unis grâce à M. Trump. Et de nombreux think tanks de gauche prônent la suppression de cet abattement de 100 000 €. Je pense que Christophe Castaner avait ça en tête pour favoriser l'égalité des chances, sachant que le credo de la République en marche est n'être tous pauvres, vivre surtaxés et mourir dépouillés. Voilà, mourir dépouillés. Mais c'est complètement fou. 45%, voilà, j'avais noté. Alors, là, je vous ai donné une comparaison des abattements, mais alors 45% de taux d'imposition marginale en Italie, c'est 4% le taux d'imposition. 15% au Danemark, 30% en Allemagne, sachant que le taux moyen dans les pays de l'OCDE s'élève aussi à 15%, ça veut dire que nous, on a un taux qui est de 30 points supérieur à celui de la moyenne des pays de l'OCDE. Je trouve ça très inquiétant. La Belgique, c'est plus compliqué parce qu'il y a certains actifs qui ne sont pas taxés. C'est un peu plus compliqué. Ça peut être favorable ou même défavorable. Et en plus, il y a toute une approche régionale en Belgique. Ça peut être plus ou moins intéressant. Il faut regarder dans le détail la Belgique, puisque ce n'est pas toujours aussi intéressant qu'on pense. Parce qu'il faut regarder au niveau fédéral et au niveau local. Ouais, c'est pour les valeurs mobilières, c'est intéressant. Pour les valeurs immobilières, ça peut être beaucoup moins intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut... Ah oui, il faut regarder, c'est pas forcément très intéressant. Donc j'arrive maintenant au contrôle fiscal. Je sais pas combien de temps il me reste. 1 minute. En 10 minutes. Oui, alors un dernier mot sur les droits de succession, parce que c'est 45% en ligne directe, mais c'est quand même 60%, rappelons-le, si vous n'avez pas de lien de parenté avec la personne qui vous cède quelque chose ou qui vous fait un don. On sait que les droits sur les dons et les successions ont été alignés. Donc typiquement, si vous voulez donner 10 000 € à un copain, vous devez payer 6 000 € auprès de l'administration fiscale et votre copain aura 4 000 €. Tout le monde trouve ça normal. Je passe maintenant au contrôle fiscal. Donc il y a un excellent rapport du cabinet Ernst & Young qui a été écrit d'ailleurs par des anciens de la maison, comme on dit, des anciens de l'administration fiscale, et qui s'émeuvent eux-mêmes de l'asymétrie de plus en plus gênante entre les droits des contribuables et les prérogatives de l'administration fiscale. Alors moi, il y a quelque chose que je dénonce énormément en France, et vous savez, tout ce discours autour de la lutte contre la fraude fiscale. Alors la fraude fiscale que personne d'ailleurs ne s'est vraiment estimé, parce que il y a encore une semaine, le syndicat Solidaire Finances Publiques nous annonçait que ça représentait 100 milliards d'euros. Alors quand on allait lire le rapport, on se rendait compte que on ne savait pas vraiment comment on arrivait à 100 milliards d'euros, parce qu'il n'y avait aucune méthodologie proposée. Donc je pense en fait ils se sont reposés sur aucune méthodologie, sachant que c'était 80 milliards d'euros il y a 2 ans. Et que pour la Cour des comptes, la fraude fiscale c'est seulement 20 milliards d'euros. Donc il y a quand même, c'est quand même 5 fois supérieur à ce que nous annonce la Cour des comptes, auquel j'accorde un tout petit peu plus de crédit que le syndicat Solidaire Finances Publiques.
Donc voilà, dans ce fameux rapport Ernst & Young, on nous apprend que 87% des mesures qui ont été votées en matière de procédure fiscale au cours des 10 dernières années ont étendu les prérogatives de l'administration fiscale. Alors en pratique, à quoi ça correspond? Moi-même, excusez-moi, je vous parle de ça, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, j'espère que tout le monde n'a pas eu de contrôle fiscal dans l'Assemblée, mais c'est quand même follement inquiétant. C'est-à-dire qu'on observe un allongement des délais de prescription, donc jusqu'à récemment c'était 3 ans, maintenant c'est systématiquement 10 ans, avec la pénalisation croissante. Moi je vois plus un dossier de contrôle fiscal qui n'est pas associé à une plainte, soit pour fraude fiscale, soit pour blanchiment de fraude fiscale. Pourquoi? Parce que ça permet à l'État de venir chez vous et de faire toutes les saisies. Moi j'ai des gens qui ont perdu, dont le patrimoine a été saisi du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'ils débarquent chez vous, tout est saisi, les comptes bancaires, les biens immobiliers, les portables des enfants, on voit des trucs pas possibles. Sachant que en fait, toute cette pénalisation est destinée à enclencher la solidarité des dirigeants. Typiquement, quand votre société a des petites difficultés financières et que vous ne pouvez pas payer vos dettes fiscales, que cherche à faire l'administration? À engager la procédure sur le terrain pénal, et c'est exclusivement pour enclencher la solidarité fiscale des dirigeants, parce qu'on ne peut pas le faire par un autre moyen. Il y a un autre moyen, mais qui est un peu plus complexe. Donc toute cette pénalisation, en fait, c'est pour engager la responsabilité des dirigeants. Alors là, c'est le sujet de ma thèse, donc je vais dire un petit mot, parce que c'est quelque chose qui me choque énormément. En France, tous les dirigeants d'entreprise sont présumés être des fraudeurs fiscaux. Pourquoi? Ça veut dire que s'il y a un manquement qui est constaté dans votre comptabilité, et que ça arrive sur le terrain pénal, vous ne pouvez pas prouver que vous n'êtes pas responsable. Vous êtes forcément coupable de fraude fiscale. Pourquoi? Parce qu'il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur vous, et vous ne pouvez pas dire que c'est la faute du comptable, que c'est la faute de votre salarié. C'est très difficile de le faire. Donc vous êtes toujours présumé responsable. Ce qui est très facile pour l'administration fiscale. Et alors je vous raconte pas, parce que la fraude fiscale, alors c'est le dirigeant d'entreprise, mais il y a aussi souvent la femme qui n'a souvent rien à faire dans les affaires des entreprises, qui se retrouve avec une plainte pour fraude fiscale de l'administration. Donc voilà, c'est quand même des petits éléments inquiétants, on n'en parle jamais, et ça prend une ampleur complètement folle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi un échange automatique des informations, c'est-à-dire que l'administration fiscale, c'est tout ce que vous percevez non seulement en France, mais à l'étranger, connaît tous vos comptes bancaires à l'étranger. Donc j'invite toutes les personnes qui ont des comptes bancaires à l'étranger à les déclarer rapidement, parce que ça devient très compliqué. Voilà, donc c'est les principaux points que je voulais énumérer. Oui, et les droits des contribuables. Alors, on sait que le gouvernement a fait tout un blabla, j'ai envie de dire, sur le droit à l'erreur du contribuable. Et ce droit à l'erreur ne correspond à rien. En fait, il n'y a aucun droit supplémentaire accordé aux contribuables, sachant qu'il ne vise que les contribuables de bonne foi, et que tous les contribuables de bonne foi étaient déjà présumés de bonne foi, et qu'en plus, ils pouvaient obtenir une remise de pénalité qui leur était systématiquement accordée quand ils faisaient une erreur pour la première fois. Sachant que ce droit à l'erreur, en fait, a été offert sur le tard aux contribuables, donc c'est très médiatique. Donc ça correspond à rien pour les contribuables. En revanche, c'est l'administration fiscale qui se l'est auto-conféré en fait en 2013. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale faisait beaucoup d'erreurs sur les avis de mise en recouvrement suite aux procédures fiscales. Il y avait beaucoup d'erreurs sur les avis de mise en recouvrement, notamment sur les montants. Et en fait, on sait que quand il y a une erreur de montant sur un avis de mise en recouvrement, c'est une erreur substantielle qui vicie totalement la procédure et qui vous permet de ne pas payer l'imposition qui vous était réclamée. Donc comme l'administration faisait systématiquement des erreurs sur ça, au bout d'un moment, l'administration elle-même dit que le travail de l'administration était très difficile et qu'il fallait absolument lui reconnaître un droit à l'erreur. Et donc en fait, le droit à l'erreur est d'abord c'est d'abord l'administration qui s'est offert un droit à l'erreur toute seule, et qui s'est dit, donc comme ils ont vu que ça marchait bien, ils se sont dit, on va donner la même chose aux contribuables, sauf que les contribuables l'avaient déjà, et qui faisaient beaucoup moins de bêtises. Donc voilà, c'était la petite histoire du droit à l'erreur. Et moi, je suis absolument choquée parce que, en fait, sous couvert de ce droit à l'erreur qui, soi-disant, changerait la vie des contribuables. Alors moi, j'ai des gens qui vont dire, ah là, maintenant, on va pouvoir faire n'importe quoi. J'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a absolument rien. Si vous faites une erreur 2 fois, vous n'êtes pas du tout visé. Sachant qu'on ne fait pas qu'une erreur de déclaration dans sa vie.
Ce que je veux dire, mais si par exemple une année vous êtes raté sur la TVA, après il faut être impeccable sur tous les impôts, donc les 360 impôts d'Agnès Verdier-Molinet et pour toute sa vie. Hein, donc autant dire que ça ne concerne pas beaucoup de monde. Je vais maintenant faire un petit bilan rapide de la première année fiscale d'Emmanuel Macron. Donc, comme j'ai dit, ça a été assez animé. Je ne sais pas quelle impression vous avez. Vous me demandez vraiment Bon, vous me le direz après. Oui, c'est pas compliqué en même temps. C'est vrai que tout est relatif. Ah oui, mieux en prélèvement, oui. Oui, mieux en prélèvement. Donc en effet, hein, le montant des impôts. Alors, moi, je résume en fait la première année fiscale sous le prisme du en même temps. Donc c'est quand on écoute le gouvernement, c'est on baisse les prélèvements obligatoires, mais en même temps on les augmente parce qu'il faut quand même les augmenter. Donc on a quand même un ministre de l'économie qui apparemment ne fait pas la distinction entre les impôts. Enfin, je pense qu'il ne sait toujours pas que la CSG est un impôt, parce qu'il nous annonce qu'il n'augmente pas les impôts. Mais si vous augmentez la CSG qui est un impôt, bah, vous augmentez les impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suis vraiment sidérée que la France soit arrivée à ce point-là, à savoir un ministre de l'économie qui se rend sur un plateau télé et qui ment délibérément à tous les contribuables français, hein, yeux dans les yeux, je n'augmente pas les impôts mais j'augmente la CSG. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même affolant. Oui, on s'énervera ensemble après, monsieur. Oui, et on a aussi une hausse de la fiscalité écologique. Alors, le gouvernement dit que les Français ne doivent plus être prisonniers de leur voiture individuelle, hein, mais il faudrait quand même leur rappeler qu'on ne peut toujours pas labourer les champs en trottinette électrique, ni faire des trajets de 100 km à vélo. Parce que certains députés de la République En Marche, qui apparemment ne font pas vraiment beaucoup le tour de la France périphérique, ne sont pas au courant que tout le monde n'est pas équipé d'une trottinette électrique en France. Donc c'est absolument sidérant. Donc il y a ça. Il y a aussi, on dit qu'on va simplifier la vie des contribuables. Mais en même temps, on l'a complexifié avec le prélèvement à la source, parce que le prélèvement à la source, j'imagine qu'il n'y a pas de fan du prélèvement à la source, ni personne qui l'attend avec impatience. Le prélèvement à la source va complexifier la vie des contribuables, en particulier de ceux qui disposent de différents types de revenus. Parce que le prélèvement à la source, c'est quelque chose qui est très bien au Royaume-Uni, là où il n'y a pas de crédit d'impôt, là où l'impôt est individualisé, ça veut dire que vous ne vous demandez pas combien gagne votre femme, combien vous avez d'enfants. En France, ça va être hyper compliqué. Si par exemple madame est salariée, monsieur est indépendant et qu'en plus vous percevez des revenus d'un bien locatif, d'un bien immobilier, vous avez 3 types de perceptions différentes de l'impôt. Ça veut dire que pour le salarié, votre impôt va être prélevé par l'employeur. Pour l'indépendant, ça va être prélevé par l'administration fiscale directement sur votre compte en banque selon une échéance mensuelle ou trimestrielle. Et idem pour l'impôt sur les revenus locatifs, ça va être aussi prélevé selon une échéance différente sur votre compte en banque. Donc on va forcément arriver à des taux de surprélèvement, hein, parce que par exemple si vous êtes salarié et indépendant, on va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique, mais non, on va pas simplifier. La vie des contribuables ne sera pour 90% d'entre eux pas simplifiée en 2019. Voilà. Ni pour les chefs d'entreprise. Quand je vous disais qu'il y avait 250 milliards d'euros de cotisations patronales, le gouvernement songe quand même à faire un bonus-malus qui porterait les cotisations patronales sur le chômage qui sont actuellement de 4,5%. Celle-ci pourrait aller jusqu'à 10% pour ceux qui recourent au CDD. C'est-à-dire qu'on est déjà le pays qui prélève le plus de cotisations patronales et cette fameuse cotisation qui s'élève à 4,5% pourrait être portée pour les entrepreneurs qui sont obligés de recourir à des CDD. Hein. On ne recourt pas au CDD parce qu'on ne veut pas prendre de CDI. Est-ce que c'est trop compliqué de se séparer de ses salariés? Ils seront encore plus pénalisés avec une cotisation qui pourra s'élever jusqu'à 10%. Donc voilà. Voilà, donc place aux questions maintenant.